Salut à vous qui êtes la lead internet et qui relayez régulièrement, sans la vérifier, des informations totalement fausses, simplement parce que vous les avez lues sur un forum et qui du coup perpétuaient des légendes historiques sans fondement. Et salut quand même à vous aussi, vous que j'aime beaucoup, qui faites l'effort de vérifier les informations et de réfléchir un petit peu avant de cliquer. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une de ces légendes qui revient chaque année, notamment au moment de l'anniversaire du vote du 10 juillet 1940, qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain. C'est cette légende qui veut que Pétain doive le pouvoir à la gauche, à la chambre du Front populaire, qui lui aurait donné les pleins pouvoirs, et donc Vichy, ce serait la faute à la gauche, et uniquement la gauche. C'est quelque chose qui évidemment est beaucoup repris par les gens de droite qui ainsi pensent pouvoir éliminer leur propre part de responsabilité dans l'histoire, mais c'est une légende qui, même si elle a été bien démontée par des historiens, et on va reprendre ça, c'est une légende qui a l'avantage de pousser à réfléchir sur, notamment les origines politiques de Vichy, et plus largement sur l'influence et l'impact des idéologies, dans les questions qui se sont développées, au moment de la défaite de 40, et plus largement d'ailleurs sur la défaite de 40. C'est donc un très très vaste sujet, et comme d'habitude du coup, je ne peux que trop vous inciter à aller regarder dans la description l'article qui accompagne cette vidéo, qui reprend des sources beaucoup plus précises et qui sont vraiment à consulter si vous voulez vous faire une bonne idée de la période. Moi là, dans cette vidéo qui sera probablement déjà très longue, je ne pourrai pas rentrer dans le détail, je vais probablement aussi faire des erreurs parce que ma mémoire n'est pas infaillible, donc vraiment je vous renvoie à ces sources, à ces livres qui sont notamment derrière moi, en particulier le livre d'Olivier Vivorca, qui est vraiment le plus important sur la période, puisque Vivorca a creusé en détail le parcours des députés et sénateurs qui étaient en mandat en 1940, qu'ils aient voté ou non les pleins pouvoirs, et il étudie justement ce qu'ils sont devenus, quel a été leur positionnement, et c'est un sujet aussi sur lequel on va revenir, parce que c'est un petit peu trop facile de croire que ceux qui ont voté non à ce vote-là ont été des premiers résistants d'une certaine manière, et qu'inversement ceux qui ont voté oui sont tous forcément devenus des grands collabos. On va voir que les choses sont beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça, et qu'il faut à chaque fois revenir au niveau individuel pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc, c'est un sujet vaste, et c'est pour ça que comme je pourrais pas rentrer en détail, si vous êtes intéressé, vraiment, allez voir plus loin ensuite dans la bibliographie. Pour le reste, le sujet est très dense, donc va falloir s'accrocher, on va commencer par parler de la défaite de 40, et ensuite venir petit à petit vers ce fameux vote fatidique. Alors il faut commencer par parler de cette défaite de 1940, cette étrange défaite pour reprendre le titre du célèbre livre de Marc Bloch, sur lequel, il ne faut pas vraiment s'appuyer maintenant quand on veut comprendre ce qui s'est passé. Marc Bloch est un historien brillant, mais qui a écrit son livre, sur le vif, et lui-même aurait certainement été tout à fait conscient que 80 ans plus tard, on a quand même mieux pour comprendre et avec beaucoup plus de recul. Donc laissons Marc Bloch reposer en paix, il a écrit un très bon bouquin, mais il faut arrêter de le tordre dans tous les sens pour essayer de faire passer des idées, en utilisant son nom comme argument d'autorité. Foutons un peu la paix à Marc Bloch. Donc on va s'attaquer plutôt en s'appuyant sur des travaux beaucoup plus récents. On a des choses beaucoup plus solides évidemment aujourd'hui, puisqu'on a du recul sur les événements, puisqu'on a 80 ans de recherche dans les archives, et que donc on sait beaucoup plus de choses. Donc, je vous renvoie notamment, si vous voulez vous faire une idée vraiment précise de la situation, je vous renvoie au livre notamment de Rémy Porte, qui est derrière moi, 1940 Vérités et légendes, qui est un petit bouquin très récent, qui fait le point sur énormément d'aspects de cette défaite, et qui est vraiment une très bonne synthèse si vous voulez ça par écrit. Si vous voulez ça à l'oral, vous avez aussi une conférence d'Olivier Vivorca au CHRD de Lyon, qui est sur YouTube et qui est vachement intéressante, et qui fait le bilan de toute cette époque, et d'ailleurs c'est des sources qui ont été vraiment mon plus grand appui pour cette section de la vidéo. Alors, cette défaite, le problème c'est qu'il y a deux grandes grilles explicatives qui ont été développées dès qu'elle est survenue, dès 1940. Il y a une grille
qui va attribuer, la défaite à des circonstances de très long terme. C'est notamment la grille de Pétain, c'est la grille qui va être fondatrice de Vichy. La défaite de la France serait liée à des défaillances de très long terme, qui remontent, au moins à la Première Guerre mondiale, et peut-être même plus loin, voire à la Révolution, hein, tant qu'à faire. Alors, ces critères, on va y revenir, ce seraient des critères démographiques, la France n'aurait pas été préparée du point de vue démographique, elle n'aurait pas été préparée non plus du point de vue de l'armement, et tout ça, évidemment, ce serait de la faute du Front populaire et de la classe politique. À l'inverse, vous avez une autre vision, qui est beaucoup plus circonstancielle, c'est celle notamment que développe De Gaulle, pour qui la défaite est avant tout due à des problèmes de commandement, des erreurs de stratégie, tout un tas de facteurs aussi, d'ailleurs quelques hasards certainement, tout un tas de facteurs donc qui sont vraiment liés au déroulé des opérations en 1940. Et c'est aujourd'hui quand même l'approche qui est la plus intéressante, on va dire, même si les deux se mélangent un petit peu, parce que c'est celle qui apporte le plus de réponses dans les faits. Mais pour ça, on va revenir un petit peu sur ces différents aspects. Déjà, est-ce que la France était mal préparée du point de vue de l'armement? Ça a été un argument développé par Vichy pour dénoncer le Front populaire. Le Front populaire, la semaine de 40 heures, tout ça, ça serait responsable du désarmement de la France. Ça ne résiste pas du tout à l'examen. On a voulu présenter une France submergée par des Allemands beaucoup plus modernes, beaucoup plus développés, et ainsi de suite, et c'est une vision qui est restée très longtemps. On la retrouve par exemple dans la 7ème compagnie, dans tout un tas d'éléments de la culture populaire aussi, qui font qu'on se dit que la France était arriérée. Or non, la France, en 1940, c'est vraisemblablement la première armée au monde, c'est une armée qui est vraiment, vraiment bien préparée, et en termes de matériel, d'ailleurs, elle dispose de matériel au moins comparable, et souvent d'ailleurs supérieur en nombre à celui des Allemands. Après, il y a des nuances. Par exemple, en termes d'avions, oui, la France a plus d'avions que les Allemands, mais ils sont pas tous affectés aux escadrilles, et donc finalement, c'est plutôt en faveur des Allemands le ratio. Mais globalement, la France a été très bien préparée, et surtout, c'est le Front populaire qui a relancé très amplement les programmes d'armement, notamment la production de blindés, et cette production a très très vite augmenté, et donc on ne peut pas dire du tout que ce soit le Front populaire qui est responsable du manque de préparation de la France. Donc ça c'est pour le point, vraiment de l'armement. Du point de vue démographique, là aussi, c'est une obsession de la droite et des pétainistes qui va durer longtemps, et c'est pour ça d'ailleurs que toute la triade de Vichy, ça va être travail, famille, patrie. La famille, c'est important, parce que justement, on considère que la France était submergée par une Allemagne démographiquement beaucoup plus puissante. Et du point de vue des chiffres, c'est vrai. Il y a beaucoup plus d'Allemands que de Français. Alors on met ça sur le compte, notamment, de l'envie de jouissance des Français, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours vichiste, le fait que finalement les valeurs chrétiennes se sont perdues, que maintenant on a beaucoup trop recours à la contraception, que les femmes font plus assez d'enfants, et que résultat il y a plus assez de Français pour aller se battre ensuite. Oui, mais d'une part, si les Français sont moins nombreux que les Allemands, les Français ont derrière un empire colonial assez massif, et les troupes coloniales, c'est pas anecdotique, c'est des troupes qui viennent en nombre. En plus, les Français ont quand même plus d'alliés que l'Allemagne, et donc au final, en termes d'effectifs, il n'y a pas de problème de différence massive, d'autant que les Allemands se battent quand même sur plusieurs fronts. Et puis surtout, la guerre en 1940 n'est pas une question de démographie, elle est beaucoup trop rapide pour que le manque d'hommes devienne un problème significatif, hein, de part et d'autre. Ce sera beaucoup plus vrai quand les Allemands attaquent la Russie, par contre, où là, effectivement, le facteur démographique va finir par jouer beaucoup. Mais en 1940, clairement, le facteur démographique n'a pas été crucial. Simplement, là aussi, c'est une explication qui permet de politiser les choses, et de donner des causes politiques à la défaite, et donc d'y donner une réponse politique qui va être la fameuse Révolution nationale. Donc tous ces facteurs déjà résistent peu à l'examen, mais on voit à quel point ils étaient importants pour justifier ensuite des changements politiques. Ensuite, il y a la question diplomatique. Et là, c'est beaucoup plus vrai que la France a eu une politique extrêmement erratique pendant les années 30, qui a eu un impact au moment de la guerre. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été totalement seule responsable. Faut comprendre que la France était un petit peu dans une position complexe pour trouver des alliés, et que l'instabilité gouvernementale, évidemment, n'a pas arrangé les choses, puisque selon les gouvernements, les alliés de choix n'étaient pas toujours les mêmes.
Pendant un temps, on a par exemple penché vers l'Italie. L'Italie, c'était pas évident qu'elle s'allierait à l'Allemagne en fait. Déjà parce qu'il y avait la question de l'Autriche, et l'Autriche était vraiment un terrain sensible entre l'Italie et l'Allemagne, et les Italiens voyaient pas du tout d'un bon œil que l'Allemagne ait envie d'annexer l'Autriche. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans Le Dictateur de Chaplin, Hinkel et Napoléon se tapent sur la gueule au sujet de l'Osterreich. C'est vraiment quelque chose qui avait été un point sensible. Et donc les Français, notamment Laval, avaient envisagé une alliance impliquant l'Italie, et ça aurait certainement été un bon moyen de damer le pion aux nazis. Sauf que l'Italie, notamment quand elle a attaqué l'Éthiopie, s'est mise dans une position diplomatique complexe, les démocraties occidentales, Royaume-Uni et France, ont dû protester, même si elles l'ont fait du bout des lèvres, et donc finalement, l'alliance italienne devient un problème, l'Italie se rapproche de l'Allemagne, et à terme, bon, tout ce qu'on peut espérer au moment où la guerre se déclenche, c'est que l'Italie reste neutre, ce qu'elle fait un long moment avant d'attaquer au dernier moment quand la France est déjà battue, et d'ailleurs de se faire poutrer la gueule royalement malgré tout. Donc on verra ça plus tard. Restent d'autres alliances possibles, l'URSS notamment. Sauf que l'URSS, il y a deux problèmes. Déjà, il y a toute une classe politique qui est profondément anticommuniste et qui n'a pas forcément envie de faire une alliance avec Staline, ça c'est un premier souci. Mais en plus, les militaires sont pas super convaincus que l'URSS soit un allié de poids, parce qu'il y a eu les grandes purges, parce que l'état-major soviétique n'a pas l'air bien puissant, et d'ailleurs ça va se vérifier pendant la guerre contre la Finlande, où l'URSS est en difficulté. Donc finalement, est-ce que c'est une alliance bien intéressante? Et puis surtout, il y a d'autres enjeux diplomatiques qui se cumulent, par exemple, pour que l'URSS vienne au secours des Occidentaux, il faudrait que les troupes soviétiques passent par la Pologne, et la Pologne n'en a pas du tout envie. Or, la Pologne est aussi une alliée des pays occidentaux, et donc souvent, privilégier l'alliance polonaise va être la direction prise. Ce qui fait que finalement, à force de tergiverser, eh bien, les Occidentaux ne vont pas réussir à mettre Staline dans leur poche, ce qui explique que, au dernier moment, quand les Allemands, eux, par contre, font de grandes démarches pour se le mettre dans la poche, eh bien Staline comprend que c'est certainement le meilleur choix dans l'immédiat pour éviter d'être la cible des Allemands. Et inversement, ben, les Occidentaux, notamment les Britanniques, espéraient utiliser Hitler contre Staline, ça a pas vraiment marché comme ça. Donc, là, il y a tous ces enjeux-là qui ont joué. Et puis, alors, il y a toutes les autres alliances, hein, notamment avec ces pays comme la Pologne, la Roumanie, qui devaient former, là aussi, un glacis protecteur contre l'Allemagne. Eh bien, le problème, c'est que en lâchant la Tchécoslovaquie, les Français et les Britanniques se sont un peu grillés de ce point de vue-là, et donc la Roumanie laisse tomber, la Pologne s'éloigne aussi, et finalement, il y a la difficulté de mettre en place une vraie alliance européenne pour contrer l'Allemagne. Pareil, la Belgique reste neutre jusqu'au moment où elle se fait attaquer, et tout ça fait qu'il est beaucoup plus difficile de se coordonner. Et ça, là-dedans, les Anglais ont aussi une grosse part de responsabilité, parce que les Anglais, à chaque étape du réarmement allemand, quand la France voulait au contraire essayer d'assommer plus encore l'Allemagne avec le traité de Versailles, eh bien les Anglais ont à chaque fois voulu au contraire limiter l'ampleur du traité de Versailles pour préserver l'équilibre des puissances, ils voulaient pas non plus d'une France toute puissance sur le continent. Donc, ils ont joué à ce jeu-là, et ce qui fait que, surtout politiquement, ça va avoir un impact, parce que pour une partie de la classe politique française, finalement, les Anglais n'ont jamais été des alliés très fiables, et il faut s'en méfier un petit peu. Donc, tout ça aussi, c'est un point qu'il faut prendre en compte pour bien comprendre l'impasse diplomatique qui se pose au moment de la guerre, et donc les choses ont été très mal préparées de ce point de vue-là. Maintenant, comment expliquer la défaite? La défaite, elle repose avant tout sur des problèmes de stratégie. Alors on croit souvent que la ligne Maginot a juste été construite au mauvais endroit, c'est pas vrai, le but de la ligne Maginot, c'est de retarder l'attaque des forces allemandes, en tout cas pour leur entrée sur le territoire français. L'attaque de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, elle est tout à fait anticipée, et c'est pour ça que le grand plan français consiste à avancer des troupes là-bas, pour couvrir cette attaque et pour empêcher que les Allemands arrivent sur le territoire français. Encore une fois, la hantise, c'est que les combats viennent toucher le territoire français, comme en 1914. Donc, c'est ça qui va être le problème, c'est que quand les Allemands attaquent la Belgique et les Pays-Bas, ils donnent à penser aux Français que c'est là que va se porter le gros de l'attaque. En réalité, ils prévoient d'attaquer précisément à Sedan, dans les Ardennes.
C'est, une attaque qui a été aussi envisagée, même si c'est pas forcément l'endroit où ils pensent que l'attaque sera la plus massive, donc il faut pas croire non plus que c'est très mal défendu et tout. Simplement, on pense que les Allemands mettront pas mal de temps à passer par là, parce que le terrain est pas idéal, et donc en fait, les Allemands prennent clairement de vitesse à cet endroit-là, et surtout, ils ont réussi leur diversion, et ils réussissent de ce fait à coincer pas mal de troupes en Belgique et aux Pays-Bas, alors qu'on en aurait eu besoin plus bas, et il y a peu de troupes de réserve pour participer à la défense. Cette percée-là, elle se fait en plusieurs temps, parce que les Allemands, contrairement à ce qu'ils vont raconter après, avec notamment la mise en place du terme guerre éclair, blitzkrieg, bah, sur le moment, c'est pas du tout une doctrine prévue. Sur le moment, ils avancent, au fur et à mesure de ce qu'ils peuvent faire, et ce n'est que quand ils voient qu'ils passent que finalement ils se mettent petit à petit à aller beaucoup plus fort contre, la France. Et en réalité, l'offensive allemande telle qu'on la voit se développer, et notamment le fameux coup de faucille qui vient piéger les Français, au nord notamment, eh bien, c'est un coup qui, est mené beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu. Donc là aussi, il faut pas croire que les Allemands, étaient tout puissants dès le départ, au contraire, quand ils attaquent d'une façon, qui les dépasse et qui les surprend. Une chose est sûre, en tout cas, très vite l'offensive est victorieuse, les Français sont stratégiquement défaits, et ça complique beaucoup les choses, même s'ils auraient pu espérer mener des contre-attaques, et bien très vite ils n'ont plus les moyens de le faire. Ajoutez à ça que du coup, les Britanniques et une partie des Français rembarquent à Dunkerque, et là d'ailleurs c'est une victoire stratégique des Alliés, puisque les Allemands se sont arrêtés trop tôt, n'ont pas été refermer la poche de Dunkerque, et du coup la victoire n'est pas totale pour eux, ils auraient pu piéger beaucoup plus de troupes, et ces troupes-là elles vont revenir contre eux plus tard, mais en tout cas donc, la victoire stratégique, dès la mi-mai, il est assez clair que l'Allemagne a quand même remporté une grande victoire là-dessus, et que la France est coincée. Et donc, s'y ajoutent en plus les problèmes de commandement, le changement de commandement en plein milieu de la débâcle, hein, c'est un souci, on passe de Gamelin à Végan, sauf que Végan, il lui faut plusieurs jours pour vraiment mettre en place sa riposte, et du coup ces jours-là sont perdus, et en fait, à ce moment-là, ben déjà il est trop tard. Donc on a comme ça tout un tas de facteurs qui font que les combats sont manifestement perdus. Et à partir du moment où les combats sont manifestement perdus en France, se pose la question de comment on voit la suite de la guerre maintenant que la bataille est perdue. Eh bien, puisque la guerre est perdue, il faut savoir si on continue le combat, notamment sur le territoire français. Alors il faut pas croire, comme là aussi on le représente beaucoup, notamment dans la 7e compagnie par exemple, que la bataille de France a été une débandade permanente, comme disait très méchamment Louis-Ferdinand Céline, ça aurait été 6 semaines de course à pied. Non, clairement les Français se sont battus et se sont bien battus, et les Britanniques aussi, et en témoigne le nombre de morts. Mais en témoigne aussi le nombre de morts allemands. On a longtemps dit, par exemple, que le ratio avait été de 1 contre 4, un Allemand tué pour 4 Français. En fait, on est plutôt à 1 contre 1,5. Les Allemands ont eu plus de pertes qu'on ne pense, et les Français moins qu'on ne pense, et donc ils se sont bien battus, et on n'a pas cherché à saboter la campagne de France comme on pourrait le penser. Par contre, il y a eu des problèmes d'organisation massifs, et donc, une fois que la bataille est manifestement perdue, se pose la question de comment on fait. Il faut ajouter à ça, évidemment, que l'arrivée en crainte de troupes allemandes sur le sol français a rappelé des souvenirs, hein, par rapport à 1914, et donc on a ce fameux exode, des millions de personnes qui sont sur les routes de France, pour essayer de fuir les zones de combat. Et ça aussi, ça va avoir un impact sur le comportement des élus, qui vont réfléchir aussi par rapport à leurs électeurs et par rapport aux populations dont ils ont théoriquement la représentation. Donc tout ça joue beaucoup, évidemment, les dégâts de la guerre sont quand même massifs, une guerre c'est pas juste un truc un peu abstrait, il y a des dommages massifs, et forcément, les gens qui voient les combats de près, notamment les civils, ont souvent envie que ça s'arrête vite quand même. Donc, tout ça va jouer dans les calculs pris en compte. Et alors, on a finalement deux façons de solder les choses. La capitulation et l'armistice. Ce n'est pas du tout la même chose. La capitulation, c'est l'armée qui
se rend. L'armistice, c'est le pouvoir politique qui demande une cessation des combats. C'est pas du tout la même chose parce que la capitulation, ça laisse la possibilité au gouvernement de partir et de continuer le combat d'ailleurs, ça laisse la possibilité aux troupes qui sont éloignées de continuer le combat et ainsi de suite. L'armistice, c'est dire que le pays demande une cessation des combats. Ça change aussi la responsabilité de la défaite. Si on signe une capitulation, c'est les militaires qui ont perdu, c'est eux les responsables. Si on signe un armistice, c'est par contre le pouvoir politique qui demande la fin de la guerre, et donc on peut dire que c'est de la faute aux politiciens. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas être négligeable dans la décision, parce qu'au gouvernement, bah, vous avez des militaires, Pétain et Weygand, qui sont absolument contre la capitulation qui serait déshonorante, donc on tend vers l'armistice. Cela dit, au gouvernement, tout le monde n'est pas pour l'armistice. Bon, passons sur le cas de Gaulle. De Gaulle, évidemment, qui considère que la guerre va pouvoir se poursuivre, notamment grâce aux Britanniques, mais vous avez aussi Paul Reynaud qui répète aux Britanniques qu'il ne signera pas d'armistice, et qui d'ailleurs finit par démissionner pour ne pas avoir à le signer. Mais le problème de tout ça, c'est que la grande question qui se pose, c'est quelle est la perspective pour la suite des combats? Alors déjà, où poursuivre le combat? Bon, vous avez ceux qui envisagent la théorie du réduit breton, et d'ailleurs on fait quelques préparatifs en Bretagne, pour se réfugier en Bretagne et tenir le fort depuis là, en attendant de pouvoir reprendre un peu du terrain. Vous avez ceux qui proposent de partir en Afrique du Nord pour continuer les combats depuis là-bas. Alors toutes ces solutions posent de vastes problèmes logistiques, il faut pas imaginer qu'il suffit de claquer des doigts pour faire ça, et donc ce sont des problèmes qui sont difficiles à envisager en pleine débâcle comme ça, et alors que tout change de jour en jour. Donc il faut pas imaginer que c'était des décisions faciles à prendre, mais en tout cas elles étaient sur la table. Vous aviez aussi des décisions plus étonnantes, comme celle d'une union franco-britannique qui aurait constitué à réunir les deux pays, comme ça impossible pour la France elle-même de capituler, et ça permet de continuer le combat. Ça aussi, ça ne s'est pas fait, du coup. Mais le problème qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on peut vraiment compter sur l'Angleterre? Et ça, c'est évidemment ce qui va faire le jeu des défaitistes. L'Angleterre, finalement, est-ce qu'elle s'est bien battue? Bon, on va dire que non, en fait, si, mais c'est intéressant d'utiliser notamment l'opération Dynamo, la retraite de Dunkerque, pour dire que les Anglais, finalement, sont des lâcheurs et qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements, et puis surtout, on peut penser que ils vont capituler très vite et qu'ils ne tiendront que quelques semaines après la capitulation française, et que donc finalement, il faut pas chercher à pousser les choses plus longtemps que nécessaire. On peut aussi craindre que les Anglais qui finalement ont déjà joué parfois un peu un jeu avec les Allemands, en signant des traités avec eux, ainsi de suite, ben, que cette fois-ci aussi, ils vont lâcher et qu'ils vont capituler ou signer un armistice ou une paix séparée, d'autant que les Allemands y auraient un certain intérêt. Donc, tous ces doutes-là se cumulent et font que vous avez une bonne partie de la classe politique qui ne croit pas du tout à la poursuite des combats, et que vous n'avez que quelques visionnaires comme De Gaulle qui ont conscience que l'Angleterre va tenir, que potentiellement les États-Unis réussiront à rentrer en guerre et inverseront le cours des choses, voire qui envisagent que tôt ou tard il y aura une guerre contre l'Union soviétique, et que cette guerre sera pas forcément à l'avantage des Allemands. Mais ça fait beaucoup de calculs de long terme à faire, et tout le monde n'a pas les clés pour deviner ce qui va se passer, donc attention à la téléologie. Donc l'armistice en soi n'est pas une décision qui est forcément totalement injustifiée. Ce qui va poser problème, c'est la façon dont elle va se mettre en place. Notamment parce qu'il va y avoir très vite ensuite un accompagnement politique qui va venir. Donc l'armistice, comment se met-il en place? Ben notamment parce que Paul Reynaud, qui est à la tête du gouvernement, démissionne, en considérant que lui ne veut pas signer l'armistice, il est remplacé par Pétain, mais Reynaud espère qu'on le rappellera ensuite, espère que l'armistice, les conditions seront trop déshonorantes, que ça ne sera pas acceptable, et que du coup, ben, on reprendra la guerre. Or, en fait, Pétain réussit à signer un armistice qui est accepté par la population globalement, notamment parce que les combats ont quand même laissé un goût très amer, il y a beaucoup de prisonniers, il y a beaucoup de territoires occupés, mais en plus, parce que finalement les Allemands n'ont pas été non plus trop durs dans leurs demandes, dans la mesure où eux ont aussi un intérêt à signer une paix rapide avec la France, à récupérer ce qui les intéresse, et à avoir un gouvernement de collaboration en France qui permette de maintenir les Français sous une certaine domination, sans que les Allemands aient trop de moyens à y mettre. Et c'est pour ça d'ailleurs que, je vous le redisais dans la vidéo sur la survie des Juifs en France, tout du long de la période, Vichy a des leviers pour négocier et ne les utilise pas toujours, parce que les Allemands ont un intérêt à avoir un gouvernement qui ait l'air légitime en France, et qui évite aux Allemands d'avoir à s'investir dans la répression. Donc
Tout ça vient jouer au moment de la signature de la paix, en tout cas de l'armistice, en vue d'une future paix. Et donc, c'est dans ce contexte-là que viennent ensuite les débats politiques pour savoir ce qu'on va faire institutionnellement pour répondre à cette crise. Parce que l'armistice en soi n'implique pas la chute de la République, évidemment. L'armistice en soi implique une certaine collaboration, très certainement, mais pas forcément dans les proportions qu'elle va atteindre aussi avec Vichy. Donc tout ça n'est pas couru d'avance. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aboutir à cette chute de la République? Eh bien, déjà, il faut le dire, le fait qu'il y a toute une partie de la classe politique qui a envie de profiter de l'occasion. La Troisième République, si vous connaissez un peu son histoire, dès le départ, elle était très critiquée dans ses institutions, parce que c'était des institutions de compromis qui n'ont jamais vraiment satisfait qui que ce soit. Et donc on s'y est accommodé, on les a amendées un petit peu, mais dans tous les camps, finalement, tout le monde a un petit peu envie de l'enterrer pour créer autre chose après. Et de ce point de vue-là, Pétain, c'est vrai, est une figure assez trouble, puisque c'est un maréchal qui, contrairement à d'autres, ne s'est jamais trop illustré par des positions factieuses. Pétain est un homme de droite, et ça tout le monde le sait, mais par contre, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie ouvertement de renverser la République, en apparence, dans la tête des gens. Et donc, ça va jouer en sa faveur. Derrière, vous avez d'autres personnalités comme Laval. Et Laval, justement, c'est l'individu clé de cette période, mais c'est aussi quelqu'un qui en incarne toutes les contradictions, parce que Laval, c'est le fossoyeur de la République, c'est le fossoyeur du parlementarisme façon Troisième République, et pourtant c'en est la plus parfaite incarnation. Laval, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui vient de la gauche, voire de l'extrême gauche à ses tout débuts. Il a été avocat d'anarcho-syndicaliste, il a été militant pacifiste fiché au début de la Première Guerre mondiale, il a orbité autour des socialistes sans jamais trop non plus vouloir d'étiquette, et puis petit à petit, il s'est redirigé vers la droite au fil des années 20, et quand il arrive vraiment au pouvoir dans les années 30, il est clairement un homme de droite, ce qui représente la droite, il s'est beaucoup enrichi aussi, ce qui joue dans sa conviction. C'est un gars qui a pas un gros bagage idéologique et qui considère finalement que juste le bon sens peut lui permettre de gérer le pays, et qu'il est très bien adapté et qu'il s'en sortira toujours très bien parce qu'il a une certaine gouaille, parce qu'il sait négocier les choses et qu'il sait faire les choses, et que bon, il pense qu'il est compétent à partir de là. C'est aussi un point qu'il faut garder en tête, c'est que Laval, comme Pétain d'ailleurs, sont des gens qui ont pas un grand bagage politique, qui ont pas une grande réflexion là-dessus du point de vue idéologique, mais qui par contre ont un excès de confiance en eux énorme, qui, notamment dans le cas de Pétain, nuit à leur capacité de négociation, puisque Pétain, par exemple, c'était le cas dans sa mission auprès de Franco, il était persuadé d'avoir réussi à empêcher Franco de rentrer dans la guerre contre la France, alors qu'en fait, c'est surtout vraisemblablement que les Allemands n'avaient à ce moment-là pas envie que Franco vienne se mêler des choses, mais Pétain est persuadé d'avoir réussi, alors qu'en fait, il a négocié comme un con, il a donné à Franco tout ce qu'il voulait, et Franco lui donnait rien en échange, et demandait encore plus, et Pétain donnait, et ça va être un peu la même chose avec les Allemands. Pétain est un très mauvais négociateur qui est persuadé d'être un génie. Et de la même manière, hein, Laval est bien trop confiant dans ses capacités. Et donc, Laval incarne cette république un peu combinarde, c'est un gars qui a toujours un peu orbité de façon un peu trouble, qui a bien compris l'ampleur aussi que pouvait avoir la presse, l'utilité que pouvait avoir la presse, il a un gros réseau de presse derrière lui, et puis, Laval, c'est aussi quelqu'un qui a très mal digéré l'arrivée du Front populaire, alors que lui-même, du coup, a dû quitter le gouvernement, avec une très grande impopularité d'ailleurs, et il est persuadé que s'il veut vraiment revenir aux affaires et faire les choses bien, il a besoin d'un régime autoritaire, et il commence à admirer pas mal Mussolini de ce point de vue-là. Donc il y a des enjeux aussi personnels pour lui, il est persuadé que c'est le moment pour lui de faire son grand et glorieux retour, et donc il veut profiter de l'occasion. Et puis vous avez quand même un courant antiparlementariste qui est assez fort, hein, il faut pas le nier, donc tout ça va jouer dans la façon dont beaucoup se disent qu'on peut profiter de la défaite pour enterrer la République. Parce qu'après tout, les défaites fondatrices en France, on connaît bien, que ce soit Waterloo, que ce soit Sedan, ou maintenant du coup la défaite de 40, à chaque fois on en a profité pour mettre en place un nouveau régime, et pour honnir le régime précédent.
et donc finalement ça fait un petit peu partie des traditions françaises que de profiter d'une grande défaite pour refonder un petit peu les choses. Mais le problème, c'est que tout le monde n'attend pas les mêmes choses, et notamment certains peuvent espérer que Pétain, qui est une figure d'unité nationale assez consensuelle, va justement se contenter de ça, de faire une certaine unité, et de faire comme l'avait fait Adolphe Thiers en 71 notamment, c'est-à-dire de dire on ne statue pas tout de suite sur la forme future du régime, à l'époque pour Thiers c'était entre république et monarchie, on attend que le pays soit un peu rétabli, et ensuite on verra. Et ça, c'est justement ce qu'attendent une partie des députés et des sénateurs en 1940, c'est que Pétain serve juste à mettre l'ensemble sous cloche en attendant un petit peu, puis une fois qu'on s'est rétabli, on réfléchit. Or, Pétain et son entourage n'ont pas du tout ces intentions-là, ils ont des intentions politiques claires, et ils ne veulent pas du tout attendre pour les mettre en place, au contraire, ils veulent profiter de l'occasion. Et donc c'est tout ça qui se noue pendant l'exil du gouvernement, qui passe d'abord à Bordeaux, puis ensuite revient s'installer à Vichy, où va se dérouler le vote crucial. Ce vote, donc, qui implique ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la réunion de la Chambre des députés et du Sénat, et qui va donner à Pétain les pleins pouvoirs pour procéder à une révision constitutionnelle. Et là déjà d'ailleurs vous voyez la fourberie du truc, il s'agit de réviser les lois constitutionnelles, en fait très vite elles vont être jetées à la poubelle ces lois, et donc la révision n'aura jamais lieu, mais ça laisse penser à certains qu'il y aura possibilité de réfléchir à une constitution et de voir dans quel cadre elle se fera, donc on voit que les choses sont quand même relativement vagues, et ça aussi, ça va avoir un impact dans la façon dont ça va se dérouler le vote. Sur les conditions de ce vote, d'ailleurs, il faut rajouter aussi le climat d'incertitude qui plane à ce moment-là. Évidemment, la classe politique est sonnée par la défaite, c'est pas tous les jours qu'on vit ça, mais en plus, il y a des événements politiques et diplomatiques qui viennent se rajouter. Déjà, Laval, quand il combine, et sa réputation de combinard va beaucoup dans son sens, parce que finalement on sait très bien que la parole de Laval, elle peut être un peu en l'air, et donc on peut toujours partir du principe que, à nous, il nous a dit la vérité, et que quand il a dit autre chose à un autre, il lui mentait, et donc chacun peut un peu croire ce qu'il veut. Mais donc Laval profite notamment des incertitudes, en disant voilà, c'est nous, c'est notre solution, ou c'est les fascistes parisiens qui prendront le pouvoir et qui font un truc beaucoup plus à l'allemande. Donc nous, on peut faire quelque chose qui soit respectueux de nos formes françaises, de notre culture et tout, alors que sinon c'est les fascistes qui prendront les choses en main. D'autre part, il instrumentalise aussi quelque chose qui est tout frais au moment du vote, c'est l'attaque anglaise contre la flotte française à Mers-el-Kébir, c'est quand même 1000 morts, pour couler un certain nombre de navires français, pour pas que cette flotte tombe entre des mains allemandes. C'est un acte qui stratégiquement, du point de vue britannique, se défend, mais qui, malgré tout, passe très difficilement, et certes, Vichy veut garder une certaine neutralité, enfin Pétain, le gouvernement, veut garder une certaine neutralité, et donc on ne va pas jusqu'à déclarer la guerre à l'Angleterre, mais enfin certains auraient bien eu envie. Et donc, il faut bien comprendre là aussi que ça va être utilisé pour dire écoutez, vous avez bien vu que là on peut plus compter sur les Anglais, maintenant ils sont hostiles vis-à-vis de nous, donc il faut qu'on fasse notre chemin tout seul, donc armistice, l'armistice était légitime, et donc il faut continuer dans cette direction et voter pour les pleins pouvoirs. Donc vous voyez un petit peu tout le climat compliqué déjà qui se noue au moment où va avoir lieu ce vote. On en arrive donc au vote, et au moment où il va falloir parler chiffres pour comprendre si cette légende selon laquelle c'est la chambre du Front populaire qui a mis en place Vichy est vraie. Bon, déjà, ce n'est pas la chambre du Front populaire seul, c'est aussi le Sénat. Et c'est pas anodin, parce que le Sénat, tout au long du Front populaire, s'est opposé très souvent, et c'est notamment face au Sénat que Léon Blum est tombé, a dû démissionner. Donc, le Sénat est beaucoup plus conservateur, et je vous ai déjà expliqué pourquoi, il a été institutionnellement conçu pour ça. Le Sénat est beaucoup plus conservateur que la Chambre des députés, donc déjà, il y a une orientation beaucoup plus à droite, là, de ce côté-là. Ensuite, il faut bien comprendre aussi que les équilibres politiques sous la Troisième République, ce ne sont pas les mêmes que les nôtres, et notamment, il y a des coalitions qui se font et se défont. Et typiquement, les radicaux qui, au départ, sont avec le Front populaire, eh bien ils se déportent progressivement à droite à la fin des années 30, et au moment de la guerre, en 1940,
Ça fait déjà quelque temps qu'ils font des coalitions, non plus avec la gauche, mais avec la droite. C'est pour ça que vous avez par exemple un homme de droite comme Paul Reynaud qui est à la tête du gouvernement. C'est pas un chef d'État du Front populaire, hein, c'est pas un chef de gouvernement du Front populaire, c'est un chef de gouvernement de la droite, parce que à ce moment-là, la droite est revenue aux affaires, le Front populaire est marginalisé. En plus, il faut rajouter à ça qu'au moment du vote, vous avez quand même plus de 60 communistes qui ont été déchus de leur mandat, à cause du pacte germano-soviétique. On a demandé aux communistes de prendre position par rapport à ce pacte, et seuls ceux qui ont condamné le pacte, qui sont une quinzaine de communistes, ont pu continuer à siéger. Les autres ont été déchus de leur mandat, et pour la grande majorité sont internés, et d'ailleurs ils vont ensuite être victimes de la répression vichiste, puisqu'ils sont déjà emprisonnés, donc là aussi, ça va être quelque chose d'assez dur. Donc ceux-là, évidemment, ils ne prennent pas part au vote. Vous en avez aussi quelques-uns, notamment parmi ceux qui ont accepté de renier un peu leur parti, et donc qui continuent à siéger. Vous en avez certains qui sont encore sur le front, qui sont au combat, qui sont absents. Parce que là aussi, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Au moment du vote, tous les députés et sénateurs ne sont pas présents, loin de là. Vous en avez qui sont au combat, vous en avez qui sont prisonniers de guerre, vous en avez qui sont absents pour tout un tas d'autres raisons, notamment parce qu'ils sont vieux et malades ou qu'ils n'ont pas pu se déplacer, et puis vous avez les fameux 27 parlementaires du paquebot Massilia, qui sont à ce moment-là internés au Maroc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, à la veille de l'armistice, vous avez quelques parlementaires qui ont considéré que le Parlement allait se déplacer en Afrique du Nord, et qui se sont embarqués pour partir de l'autre côté, et qui depuis sont internés parce qu'on les considère comme peu fiables. Et c'est pas n'importe quel parlementaire, hein, parce que vous avez quelques gens importants, par exemple Édouard Daladier, qui est le grand meneur des radicaux. Donc ces gens-là ne prennent pas part au vote, ça veut pas pour autant dire qu'ils étaient totalement opposés à ce qui est en train de se passer, hein, tous, puisque vous en avez certains qui, dès qu'ils ont appris que l'armistice était signé, ont voulu retourner au contraire auprès des chambres pour participer au débat et considérer qu'il fallait garder un parlement uni. Donc tous n'auraient pas forcément voté non, mais le fait est qu'ils ne sont pas là pour voter. Et il se trouve que parmi ces 27 parlementaires du Massilia, la très grande majorité appartient à la gauche, sous toutes ses formes, puisque vous avez plusieurs partis, plus ou moins de gauche évidemment. Donc là aussi, il faut bien croire, hein, il faut bien comprendre que l'équilibre des forces n'est plus du tout le même qu'en 1936, lorsque les parlementaires se réunissent en Assemblée nationale le 10 juillet. Donc ça, c'est une première chose à bien comprendre, ce n'est pas la Chambre du Front populaire qui vote ce jour-là, les parlementaires sont profondément différents, les équilibres notamment. Ensuite, il faut quand même constater que, évidemment, dans chaque groupe, toutes tendances politiques confondues, des communistes à l'extrême droite, on vote effectivement, en majorité, oui. On reviendra tout à l'heure sur les raisons de ce oui, mais là c'est important de le dire effectivement, puisqu'on arrive à 570 oui, 569 selon le journal officiel, mais Vivorca montre qu'il y a un député qui a mal été compté, donc 570 oui, contre 80 non, et une vingtaine d'abstentions. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, vous avez eu une majorité de oui dans tous les camps. Ça, c'est important à comprendre, y compris chez les communistes, puisque parmi les 14 communistes qui avaient continué à pouvoir siéger, vous en avez quelques-uns qui prennent pas part au vote, mais vous en avez 8 qui votent oui, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Donc, malgré tout, quels que soient les camps, vous avez bien un vote oui qui est assez massif. Mais, et c'est là que c'est important, si vous regardez par contre le vote non, sur ces 80 votes non, vous en avez 72 qui viennent de la gauche. Ce qui veut dire clairement que si tous les camps ont approuvé le vote des pleins pouvoirs, il y a de façon significative quasiment que la gauche qui s'y est opposée. Et c'est pour ça que si vous regardez les statistiques d'opposition, à droite, vous avez moins de 5% des élus de droite qui s'opposent au plein pouvoir. Alors que si vous regardez à la SFIO, qu'on accuse souvent d'être celle qui a mis Pétain au pouvoir, parce qu'effectivement, ils ont plus de députés et de sénateurs que d'autres, mais à la SFIO, vous avez 35% de vote non. Donc, oui, tout le monde a voté, quels que soient les camps, en faveur des pleins pouvoirs, mais parmi ceux qui se sont opposés, il n'y a quasiment que la gauche. Et donc c'est une faute qui est extrêmement partagée, mais malgré tout, parmi ceux qui ont vraiment résisté à la tendance,
il faut quand même féliciter avant tout des gens de gauche, et donc c'est là qu'est la malhonnêteté de ceux qui disent que Vichy doit le pouvoir à la gauche. Non, Vichy doit le pouvoir à tout le monde, mais les premiers qui ont résisté, c'était en grande majorité des gens de gauche. Donc là, déjà, c'est là qu'il faut bien comprendre tout l'enjeu de ce vote crucial. Vous avez vraiment, quelque chose qui, polarise beaucoup, et donc même si c'est, un vote qui reste une grosse tâche, ben oui, effectivement, la gauche a contribué, mais elle a aussi été la première à s'opposer, et donc c'est, un mensonge, c'est quelque chose de totalement fallacieux de dire l'inverse, comme le font certains qui essaient de se racheter une pureté là-dessus. À vrai dire, c'est pas étonnant. Si vous regardez ceux qui, se sont opposés, ben vous avez des grandes figures de la gauche, comme Blum, hein, qui ont voté contre, et qui sont du coup devenus d'ailleurs, durant cette journée de débat, de plus en plus marginalisés, les gens s'éloignaient de plus en plus de gens comme Blum, parce que, ben oui, ils commençaient à sentir le soufre. Vous avez aussi des dynamiques de groupe, hein, qui ont joué là-dedans. Et inversement, c'est logique que la droite ait soutenu aveuglément Pétain, parce que Pétain était un homme qui venait de leur camp, Laval aussi, même si Laval déjà sentait beaucoup plus le soufre. Donc c'est logique que ces gens-là se soient ralliés à sa forme de gouvernement beaucoup plus facilement, ils représentaient beaucoup plus facilement leurs idées. Même si, et là encore c'est un point important, vous avez aussi beaucoup de gens de gauche qui ont suivi, et donc il va falloir aller plus loin qu'une simple analyse idéologique pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. En effet, passer les comptes d'apothicaire pour essayer de voir qui a voté pour, qui a voté contre, hein, il y a un critère qu'il faut prendre en compte, comme le souligne Vivorca, c'est que ce ne sont pas forcément les idéologies qui ont le plus joué dans les choix. Notamment, hein, Vivorca souligne beaucoup l'importance du facteur géographique. Et oui, parce que si vous regardez quels sont les députés qui s'opposent le plus, et quels sont les sénateurs qui s'opposent le plus, eh bien on voit des tendances géographiques. Les représentants des départements qui ont déjà été bien envahis, qui sont très près des combats, votent quasi unanimement pour le oui. Inversement, les départements où on voit le plus de votes non, ce sont des départements qui vont être dans le sud-ouest, en Aquitaine, notamment en Languedoc-Roussillon, où là la proportion monte beaucoup plus haut. Ça va être des départements aussi en Bretagne, par exemple. Donc ce sont des endroits où on n'a pas vu les combats. Et ça, donc, c'est un impact important. C'est clairement qu'il y a aussi un vote qui est là pour l'arrêt des combats, pour justifier cet arrêt des combats, et qui est très lié aussi à la perception qu'on a de la guerre, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de vouloir continuer la guerre quand on n'y est pas exposé directement. Donc c'est un point crucial. Ensuite a été évoqué aussi beaucoup, dans la défense notamment des députés qui ont voté oui, et ça a été évoqué y compris par des gens qui eux-mêmes avaient voté non, hein, mais qui voulaient quand même défendre les copains, c'est la peur. Parce qu'effectivement, dans ces circonstances-là, à Vichy, bon, on a des milices d'extrême droite, on a l'armée allemande qui est pas loin, on peut considérer que la peur a joué. En réalité, comme le dit Vivorca, le vote a quand même été un vote aussi d'adhésion. Évidemment, après coup, on a voulu justifier en disant que Laval avait combiné, ce qui correspond bien à sa réputation, qu'on savait pas trop ce qui allait se passer après. Oui, mais Laval, dans ses discours, notamment à Bordeaux, avait quand même très clairement exposé, notamment le triptyque travail, famille, patrie qui guidait le projet qu'il voulait défendre. Il avait très clairement exposé que ce serait un projet qui aurait des fondements xénophobes, notamment il avait répété que pour lui, dans sa république idéale, enfin dans son régime idéal, il ne devait pas pouvoir y avoir de députés qui ne soient pas nés français et français depuis plusieurs générations. Il joue à fond sur cette carte xénophobe. Euh, il ne cache pas son intention de renverser plus ou moins la République, ça il le dit de façon plus ou moins affirmée. Enfin, globalement, les gens qui votent savent vaguement pourquoi ils votent. Et donc c'est un vote d'approbation. Mais approbation de quoi? C'est là que les choses sont beaucoup plus compliquées. Parce que tout le monde n'approuve pas la même chose, tout le monde n'attend pas la même chose, et c'est là aussi que la dualité entre Pétain et Laval joue à bloc. Pétain est malin, hein, il a bien compris que il fallait qu'il fasse faire le sale travail par Laval, qu'il n'aime pas particulièrement d'ailleurs, c'est même un euphémisme. Et donc comme ça, si les choses se passent mal, il pourra rejeter la faute sur Laval. Donc Pétain a la bonne idée de rester un peu en retrait dans tout ça, tout en s'exposant quand il le faut pour marquer les points décisifs. Donc Pétain est une figure relativement consensuelle, je vous l'ai déjà dit, et du coup dont beaucoup peuvent attendre des choses différentes.
Certains peuvent notamment espérer, et voir en lui surtout celui qui défendra une politique de valeurs familiales, de valeurs traditionnelles, de regain du christianisme. D'autres peuvent espérer de lui qu'il mènera une politique, très en faveur du corporatisme, qui mettra fin à la lutte des classes, on pourra faire marcher les patrons et les ouvriers main dans la main, pour créer une société plus apaisée. Ça c'est aussi, une rhétorique assez claire, qui va être très liée à Vichy. D'autres peuvent attendre de Pétain une politique de collaboration, et ça évidemment Laval le vend à certains, il fait croire à certains qui verront leur parti unique. Il explique jamais en quoi consistera le parti unique, mais par exemple, Laval essaie de se mettre des gens comme Déa dans la poche, en leur vendant des perspectives qui n'atteindront jamais en fait. Mais inversement, il y en a d'autres qui peuvent croire que Pétain, c'est celui qui va protéger la France le temps de préparer la revanche, et qu'ensuite on partira à l'offensive contre les Allemands. Tous ces possibles-là, les gens peuvent encore y croire. Très vite, ils ne pourront plus, parce qu'il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont faire que, il deviendra évident, par exemple, que Pétain n'a pas l'intention de préparer une revanche. Il y aura de plus en plus d'événements concrets prouvant que non, que Pétain collabore allègrement. Et donc, c'est pour ça que vous avez tout un tas de gens qui approuvent Pétain, le 10 juillet, et qui très vite vont se détourner de Vichy, on va le voir. Donc il faut bien avoir conscience aussi que ce vote d'approbation, le problème c'est qu'ils approuvent pas tous la même chose, et que très vite va y avoir des déçus qui vont se détourner de leur choix. Enfin, il faut pas négliger un facteur qui a été important aussi, c'est paradoxalement le respect des institutions et ses pesanteurs. Notamment, ça se retrouve à travers le parcours de Jules Jeanneney et de Édouard Herriot, qui sont respectivement présidents du Sénat et de la Chambre des députés, et qui accompagnent le processus. Jeanneney préside la séance et ne vote pas, Herriot s'abstient, et ensuite les choses sont validées par ces institutions, de même que par le président Lebrun qui laisse faire tout ça. À aucun moment ces institutions, qui auraient pu s'opposer à leur destruction, ne s'y opposent, et ça se fait par légalisme. Les chambres ont voté, on approuve, on suit, et donc il y a un respect de cette forme légale, qui vient aussi de l'ambiguïté du fait que le texte voté laisse entendre qu'il y aura une révision dont on peut espérer qu'elle préservera ces formes-là. Et d'ailleurs, les formes sont un temps préservées. Les bureaux des deux assemblées continuent à exister, ce qui fait que Jeanneney et Herriot, par exemple, pendant un temps, peuvent continuer à croire qu'ils ont une importance, un pouvoir, et ils ont encore leur bureau qui fonctionne autour, ils continuent à faire leur petite politique, même si derrière les chambres sont ajournées, les députés et les sénateurs continuent aussi à être indemnisés, donc on préserve les formes comme quoi un jour ça reviendra. Pour l'instant on a suspendu, mais un jour ça reviendra. Il y a cette illusion-là à laquelle certains peuvent continuer à croire, et c'est notamment cette illusion dans laquelle s'enferment les chefs de chambre, et ça c'est un gros problème, parce que du coup, eh bien, ils laissent faire beaucoup de choses par le régime, et donc ils restent dans un cadre strictement légaliste, ce qui fait que par exemple quand on leur dit il faut que vous référenciez vos députés et vos sénateurs juifs, ils refusent parce que ce n'est pas légal, mais ils invitent les députés et sénateurs juifs à se signaler, et donc finalement ils participent à tout ça. Et qu'est-ce qui va être le point décisif pour Herriot, pour Jeanneney, pour passer dans l'opposition? Eh bien c'est le jour où Laval, en 42, décide de finalement suspendre leur bureau, et de mettre fin à cette illusion parlementaire, à laquelle plus grand monde ne croyait, et donc là, par légalisme toujours, Jeanneney et Herriot commencent à passer dans l'opposition. Donc vous avez aussi cette grosse inertie-là, cette pesanteur institutionnelle, qui a joué aussi à travers le fait que les grands chefs de courant n'ont pas forcément pris des positions aussi fermes qu'ils auraient dû, qui a joué dans le vote, et qui a joué dans la façon dont les choses se sont préparées. Donc, de façon intéressante aussi, les pesanteurs du parlementarisme ont créé les conditions de sa mort, c'est un point important. Une chose est claire, maintenant que le vote était fait, il reste à voir ce que sont devenus ensuite ces députés, ces sénateurs, parce que les jeux n'étaient clairement pas faits d'avance, et ça c'est un point sur lequel on insistera rarement assez. Parce que le gros problème qui se passe quand on analyse ce vote uniquement à travers qui a voté pour, qui a voté contre, c'est que on ne comprend pas ensuite les parcours qui suivent. Parce que comme le montre très bien Vivorca qui analyse tous ces parcours de façon parallèle, eh bien les suites ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et les parcours vont être très compliqués. Notamment, il faut bien voir que tous les députés qui ont voté contre
et tous les députés qui étaient sur le Massilia par exemple, ne sont pas devenus ensuite des résistants face à Vichy. Vous en avez une partie non négligeable qui a continué à garder notamment son poste de maire quand c'était possible, ou tout un tas de fonctions institutionnelles, et qui de fait a concilié avec Vichy, s'est accommodé totalement, et a parfois sombré dans une certaine passivité. Parmi les gens du Massilia, vous en avez même un qui a versé dans la collaboration franche et sincère. Donc, les jeux n'étaient pas joués d'avance. Inversement, parmi ceux qui ont voté pour, vous en avez beaucoup qui ont progressivement commencé à s'éloigner de Vichy, de façon plus ou moins tranchée. D'ailleurs, vous en avez une partie, et c'est pas négligeable, qui ont été victimes de Vichy et ou des Allemands. Un exemple le plus significatif certainement, ça va être Pierre Masse. Pierre Masse, c'est un député qui vote pour les pleins pouvoirs, mais qui très vite s'oppose aux législations anti-juives de Vichy, et pour cause, il est juif, et qui finit par mourir en déportation, ce qui est bien la preuve que le gars n'était clairement pas pour le régime de Vichy tel qu'il a tourné, et pour la collaboration avec les Allemands telle qu'elle a tourné. Mais vous en avez d'autres, des députés qui sont déportés, pas parce qu'ils sont juifs, mais parce que ils se sont fait remarquer pour un patriotisme un peu prononcé. Et de fait, bon, ne parlons pas des députés parmi les 80 et parmi ceux du Massilia, où là vous en avez un certain nombre aussi qui du coup étaient clairement suspects et qui du coup ont été déportés ensuite, des gens comme Léo Blum évidemment. Tout ceux-là, évidemment, ont eu à payer les frais de ce qui s'est passé, et notamment leur position de députés et de sénateurs les exposait beaucoup, puisqu'ils étaient du coup dans le viseur. Ils étaient beaucoup plus visibles, ils étaient beaucoup plus faciles à repérer, à tracer, à suivre, et donc ça a beaucoup joué aussi contre eux, y compris quand ils avaient voté pour, notamment parce que ben, des parlementaires dans un régime anti-parlementariste, forcément il y a un moment où des fois ça peut entraîner des problèmes. Donc déjà, voter oui à Pétain n'était pas ensuite un totem d'immunité pour ce qui a suivi. Clairement, vous avez eu un certain nombre de gens qui ont voté oui et qui ont eu des gros problèmes ensuite. Alors, dans les choix qui se sont noués, évidemment, vous en avez certains qui ont choisi très clairement la voie de la collaboration. Collaboration avec les Allemands directement, là, et ça s'est pas toujours fait pour des raisons purement idéologiques. Vous en avez certains, c'est par pur arrivisme et par pur intérêt personnel, notamment dans le cadre de collaboration économique. Donc ça, c'est un premier point à voir. Vous en avez qui se roulent dans la collaboration comme un cochon dans la boue, et qui collaborent allègrement parce que ça sert leurs intérêts. Mais c'est pas les seuls. Vous en avez aussi qui se vautrent dans le vichisme de base, ce qui n'est pas la même chose que la collaboration, on peut être vichiste sans vouloir forcément collaborer à fond avec les Allemands, mais qui s'y vautrent, là, pour des raisons idéologiques, parce que ce sont des députés réactionnaires qui sont très heureux du programme de révolution nationale, par exemple. Et donc vous en avez qui vont suivre Vichy jusqu'au bout, pour cette raison-là. Parce que vous allez avoir finalement un dilemme, mais qui va toucher plus loin que les députés, qui va toucher toute personne politisée en fait à droite, notamment, par rapport à Vichy, c'est que finalement, tout va dépendre de l'opposition réaction-patriotisme. Souvent les deux vont ensemble, mais là, dans cette situation particulière, le problème c'est que si vous voulez suivre Vichy, il faut mettre votre patriotisme un petit peu de côté, parce qu'il y a la collaboration avec les Allemands. Et donc c'est ça qui va faire un petit peu la ligne de rupture pour certains, c'est que ceux qui sont réactionnaires avant d'être patriotes vont rester du côté de Vichy, parce qu'ils ont avant tout un intérêt dans la politique intérieure de Vichy et sont prêts à faire des gages auprès des Allemands, mais inversement, vous en avez d'autres pour qui le patriotisme est la valeur première, et pour qui du coup la collaboration avec l'Allemagne n'est pas envisageable, et qui du coup s'éloignent très vite de Vichy. Ce qui va faire que les cassures vont se faire à des temps très différents selon les parcours, selon les individus. Vous en avez qui, dès l'entrevue de Montoire, considèrent que ce n'est pas possible et qui, après avoir soutenu Pétain, commencent à le lâcher, voire le lâchent carrément. Vous en avez, ça va être un peu plus tard, ça va être le statut des Juifs. Vous en avez d'autres, ça va être le retour de Pierre Laval, parce que là aussi, il faut bien comprendre que Pierre Laval, dès décembre 1940, il est évincé par Pétain, ça plaît pas aux Allemands d'ailleurs, mais justement parce que ça ne plaît pas aux Allemands, ça peut donner à certains l'espoir que Pétain va jouer contre les Allemands, va ralentir sur la collaboration, en fait il fait tout l'inverse. Mais du coup, il y a ces jeux de faux semblants, et alors quand Laval revient au pouvoir, ben là,
beaucoup peuvent se dire: «Ah bon, c'est foutu, on n'aura pas ce qu'on veut, on se barre». L'invasion de la zone sud peut jouer aussi, parce que là aussi, Pétain refusant de partir en Afrique du Nord, alors que, il y a possibilité là désormais de résister depuis ce bastion-là, eh bien, ça joue dans la conviction pour certains que, ben, Pétain ne cherche pas du tout à préparer la revanche ou la résistance, et que Pétain joue vraiment le jeu des Allemands, ce qui est effectivement le cas. Vous avez finalement aussi un point qui va être sûrement plus décisif que d'autres pour beaucoup d'élus, c'est le STO. La mise en place du STO joue beaucoup pour certains élus, notamment des maires, tout simplement parce qu'on les met à contribution, on leur demande de faire des listes, et ça, ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas, parfois aussi par un peu d'arrivisme, hein, parce que ça passerait pas auprès de leurs électeurs, de leur circonscription, et ainsi de suite, donc ils ne le font pas, ou ils refusent, ou ils essaient de trouver des moyens de faire des fausses listes, et donc là, ils commencent à s'opposer à Vichy. Et puis vous avez tout un tas de facteurs individuels, parce que vous en avez certains qui vont, craquer d'une certaine manière pour des raisons beaucoup plus basiques. On leur a demandé de participer à une cérémonie en l'honneur de Pétain, ça leur a pas plu, par exemple, des choses comme ça. Donc, vous avez énormément de parcours individuels, et on peut difficilement, voire impossiblement, faire de grandes lignes directrices, par idéologie ou par ci ou par ça, parce que vous allez avoir des parcours différents, y compris au sein de mêmes partis, de mêmes lignes de pensée, et c'est là qu'on voit que les choses sont extrêmement complexes et qu'il y a beaucoup de facteurs individuels qui rentrent en ligne de compte. Alors, il y en a qui vont finir par résister, mais résister comment? Ben là, le problème, c'est que les sénateurs et députés sont pas les mieux placés. Déjà parce que ce sont des gens qui sont pas du tout armés pour passer à la clandestinité, qui est une base en termes de résistance. Ce sont des gens qui sont extrêmement visibles. Et d'ailleurs, au sein même des réseaux et des mouvements militants, on veut, des mouvements résistants, on ne veut pas forcément d'eux, ils sont mal vus. Donc, c'est pas forcément leur place. Mais il y en a quand même certains qui vont choisir la voie de la clandestinité, donc c'est une possibilité pour certains. Pas pour tous, parce qu'aussi c'est des députés, c'est des sénateurs, il y en a beaucoup qui sont juste vieux et qui ne sont pas du tout en capacité de passer dans le maquis, par exemple. Donc ça joue. Puis ensuite vient comment on définit résistance. Résistance, le problème, c'est que ça recouvre énormément de réalités différentes, c'est ce que je vous expliquais déjà dans ma vidéo sur les juifs et leur survie en France. Quand un membre du gouvernement de Vichy protège quelques juifs qu'il connaît, et ça, même Pétain et Laval l'ont fait, est-ce que c'est de la résistance? Bien sûr que non, à côté ils mettent en place une politique antisémite, et donc ce sont eux les responsables des mesures affreuses. Donc non, clairement, ils ne sont pas résistants. Mais est-ce que justement ceux qui choisissent de rester en poste, comme maire, comme membre d'un conseil quelconque, peuvent utiliser ensuite leur poste justement pour, truquer des papiers, pour, faire disparaître certains trucs, certains formulaires par exemple, pour falsifier des listes. Là, ça devient une forme de résistance administrative, mais qui implique paradoxalement de continuer à avoir une collaboration de façade avec Vichy, au moins. Donc là aussi, et c'est déjà quelque chose que je vous avais expliqué par rapport à tout un tas d'institutions qui aident certains juifs à se planquer, mais qui pour ça ont besoin de collaborer avec Vichy pour continuer à avoir un certain nombre de moyens, pour continuer à garder leur façade, ben là, pour ces élus, c'est souvent un peu la même recherche d'équilibre. Et donc à quel moment on rentre dans la résistance? Est-ce que faire des faux papiers, c'est un acte résistant? Est-ce que, défendre, des gens qui sont poursuivis par la justice, ça peut, dans certains cas, pour des raisons politiques, être un acte résistant? Est-ce que ceux qui cachent des armes, c'est déjà de la résistance, et ainsi de suite? La limite, elle est très difficile à poser, et c'est toute la question qui va justement se poser après-guerre. En effet, à la Libération vient le moment de régler les comptes. Alors autant les 80 qui ont voté contre, bon ceux-là ça va, ils sortent sans problème, autant les députés qui ont voté pour, eh bien, par défaut, on considère qu'ils seront désormais inéligibles. Et donc c'est à eux ensuite que vient, le devoir de défendre leur dossier en montrant qu'ils ont résisté, qu'ils ont fait des choses qui justifient, d'échapper à cette épuration politique. Alors, en plus, derrière, il y a une épuration judiciaire pour ceux qui sont vraiment le plus illustrés négativement, mais cette épuration judiciaire va être relativement soft. Par contre, l'épuration politique, au début, est assez solide. Faut ajouter à ça que, en plus des comités et des jurys qui viennent se prononcer sur le sort des députés, vous avez des épurations qui peuvent être éventuellement internes à certains mouvements.
Et là, c'est notamment la SFIO qui va s'y livrer de façon très radicale, et qui va être beaucoup plus sévère, par exemple, que les comités de libération qui s'occupent de discuter du cas de tel ou tel député, ou que les jurys d'honneur qui s'occupent là aussi de discuter du cas de tel ou tel député. La SFIO, à l'intérieur même du parti, on va être beaucoup plus strict sur ce qui fait qu'un député peut être finalement, on va dire, réhabilité par rapport à son vote de 1940, et donc là aussi, selon les partis, les exigences sont plus ou moins élevées, et là aussi, ben, du coup, la gauche a été quand même plus exigeante. De ce point de vue-là, c'est un point qu'il faut là aussi souligner. Ces commissions, ces jurys, je vais pas revenir dans le détail sur comment ça fonctionne, parce que c'est extrêmement compliqué, je vous renvoie là aussi au livre de Vivorca qui les décrypte de façon très précise, parce que vous avez des décisions qui parfois en plus sont rivales les unes des autres, c'est un bordel assez complexe. Donc on va revenir juste sur la base. Pour prouver qu'ils ne sont plus inéligibles, enfin pour ne plus être inéligibles, plus exactement, ils doivent prouver qu'ils ont résisté, ces députés qui avaient voté oui. Et le problème c'est, qu'est-ce que la résistance? Et on revient à cette question-là. Bah, par exemple, pour les commissions qui vont se prononcer, avoir fabriqué des faux papiers, tout ce qui relève de la résistance administrative, avoir défendu des gens devant les tribunaux, ça n'est pas de la résistance, ça n'est pas suffisant. Par contre, avoir caché des armes, avoir hébergé des radio-opérateurs, des aviateurs, ce genre de choses, là ça devient de la résistance. Donc on voit qu'il y a vraiment un angle militaire strict, qui n'est plus forcément celui que vont prendre les historiens aujourd'hui, parce qu'on sait que la résistance a des formes extrêmement multiples. Et donc là on voit vraiment quels sont les critères qui sont retenus. Et alors ensuite vient le moment pour ces députés, ces sénateurs, de défendre leur dossier. Et vous en avez certains qui vont, on va dire, le faire avec une certaine mauvaise foi. Moi, mon petit cas préféré, c'est Prosper Josse, un député de droite conservatrice libérale, on va dire, qui a été un vichiste enthousiaste, hein, tout au long de la période, qui a eu la francisque et tout, mais qui essaie de se faire passer pour un grand résistant en allant chercher un fait de guerre extraordinaire, c'est qu'à un moment il s'est opposé à un capitaine allemand pour une sombre histoire de pêche à la truite, et du coup il essaie de défendre son dossier là-dessus en montrant que il était un grand résistant. Bon, ça passe pas des masses. Mais inversement, vous en avez qui se défendent pas super bien. Par exemple, à droite, vous avez René Coty, qui, avec quelques autres sénateurs à Paris, a eu des petites activités de résistance, ou en tout cas d'opposition, pas énormes, mais enfin, ça s'est marqué, ça s'est manifesté. Bah René Coty se défend avec une modestie assez grande, et dit que bon, c'était pas grand-chose quand même, et que ça compte peut-être pas forcément vraiment en sa faveur, mais finalement ça va quand même être retenu en sa faveur, notamment parce que René Coty est de droite. Parce que ça aussi, c'est un facteur qui va jouer au moment de cette épuration, c'est qu'elle va être beaucoup plus sévère à gauche qu'à droite, déjà, je vous l'ai dit, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur des partis, mais aussi pour des raisons politiques. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, à droite, le problème, c'est que si on est trop sévère, vu qu'ils ont quasiment tous voté oui en 1940, il restera plus grand monde, notamment parmi les têtes de file, alors qu'à gauche, que ce soit Blum, Daladier, même Thorez pour les communistes, tous ces gens-là, ou bien ils n'ont pas pris part au vote, ou bien ils ont voté non. Donc, toutes les grandes figures de gauche, finalement, sortent relativement propres de cette histoire, y compris si on est sévère dans le traitement. Alors qu'à droite, si on est trop sévère, eh bien il restera plus grand monde. Et le problème, c'est que s'il reste plus grand monde à droite, eh bien ça laisse la place à un vide politique qui risque d'avoir des conséquences néfastes ensuite. Donc c'est compliqué de gérer, et c'est pour ça qu'on est un peu plus indulgent. Notamment parce que vous avez des gens en plus qui souvent sont des maires très populaires dans leur coin, donc si on les rend inéligibles, ça risque d'entraîner ensuite des réactions difficiles. Et c'est là que vous avez tous les dilemmes qui se posent à la Libération, qu'on peut pas trancher de façon simple. L'épuration, c'est un sujet complexe, et d'ailleurs il y a des travaux historiques énormes là-dessus, récents, et qui sont passionnants, et je peux pas rentrer dans le détail ici, en plus je ne maîtrise pas le sujet, mais l'épuration pose des problèmes qu'on verra d'ailleurs quand on parlera aussi de la série sur la Restauration, parce que vous verrez que, quand on a un changement de régime massif comme ça, on ne peut pas juste faire un ménage par le vide, ça poserait des problèmes d'instabilité beaucoup trop grands, en fait, dans le pays, et on ne veut pas d'une guerre civile ou d'émeutes ou de trucs comme ça dans un contexte comme celui de la Libération. Donc on est obligé de faire des compromis, et donc ça explique cette grande indulgence qu'on va avoir vis-à-vis de certains députés et sénateurs de droite. Ça permet, on va dire, de préserver une stabilité. Alors,
Malgré tout, l'épuration a été sévère, puisque plus de la moitié des gens qui avaient voté «oui» en 1940, restent inéligibles et perdent toute perspective de carrière politique. Vous en avez beaucoup de toute façon qui sont vieux et qui ont jeté l'affaire, hein, qui ont jeté l'éponge. Vous en avez aussi, qui sont morts pendant la guerre, parce que vous avez un nombre significatif de députés qui sont morts, hein, entre ceux qui ont été, déportés, ceux qui ont été assassinés parfois, ceux aussi qui sont juste morts de vieillesse et ainsi de suite. Il y a quand même eu un certain tribut de payer aussi de ce côté-là. Donc, la classe politique qui arrive, en 1944-45, est quand même en bonne part neuve, et donc dans la nouvelle constituante, on n'a que, 150 je crois, dans ces eaux-là, de députés qui datent de 1940 et de sénateurs qui datent de 1940. Mais, malgré tout, et c'est ça qui va être intéressant, c'est comme vous avez un certain nombre de chefs qui subsistent, notamment les chefs des grands partis comme Blum, comme Daladier, des gens comme ça, comme vous avez aussi des gens qui ont une influence non négligeable dans la façon dont les choses vont se faire, puisqu'ils ont aussi une expérience, et bien finalement, malgré tout, la Constituante va adopter un certain nombre des rites et des pratiques de la Troisième République, ce qui explique d'ailleurs que la Quatrième République garde un certain nombre de formes assez proches, même si ce sont pour beaucoup des gens nouveaux qui ont contribué à sa mise en place. Alors, comment conclure, hein, ce vaste panorama de cette question très complexe du vote du 10 juillet? Bah déjà, ça pose plus largement la question de l'orientation politique de Vichy. Je vous l'ai dit, Vichy est un régime qui applique une politique réactionnaire, d'inspiration venue de l'extrême droite. Pourtant, ces acteurs sont loin de tous venir de l'extrême droite, et inversement, vous avez des gens d'extrême droite qui vont passer dans la résistance, notamment Vichy va finir par se débarrasser assez vite de certains maurassiens. Vous avez aussi le fait qu'il y a des collabos à Paris qui sont mécontents de Vichy, qui trouvent que Vichy n'en fait pas assez. Donc la scène politique est assez complexe. Dans les collabos, comme dans les Vichys, vous avez aussi des gens qui viennent de la gauche et du syndicalisme. Et ça rend assez compliqué la compréhension des parcours politiques. Et c'est pour ça que souvent on est obligé de revenir à la base, à la biographie, à des parcours comme ceux de Laval, par exemple, ou de Pétain, pour comprendre comment on devient ces gens-là, quel a été le cheminement. C'est un cheminement complexe, permanent et complexe. Et si je vous dis ça, c'est parce que un petit homme politique français a dit il y a quelque temps que expliquer c'était déjà un peu excuser, et vous savez bien, si vous suivez cette chaîne, que je pense totalement l'inverse. Je pense au contraire qu'il est primordial de comprendre pour ne pas excuser. Et vous avez beaucoup de ces députés, de ces sénateurs de 1940, et plus largement d'ailleurs de tout un tas d'acteurs, dont il faut étudier le parcours pour comprendre pourquoi finalement ils sont tombés d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que finalement ils ont changé de camp? Et ainsi de suite. Et malheureusement, on voit que rien n'est jamais vraiment dicté d'avance, dans les postures notamment. Certains ont pu avoir des postures très avancées à un moment, puis finalement passer à la réaction. D'autres ont pu avoir des postures très réactionnaires qui auraient pu les prédestiner à suivre Vichy, puis finalement passer dans la résistance. Vous avez des choses comme ça qui sont compliquées, et ça nous rappelle, je pense, la grande faillibilité des individus, la grande ambiguïté aussi de tout un tas de positionnements, et on n'en est pas exempt. Quand on voit l'antisémitisme qu'on laisse proliférer dans certains milieux de gauche, par exemple, et qui prolifère à droite aussi, hein, mais la droite aime bien d'ailleurs instrumentaliser l'antisémitisme des autres, pour cacher le sien. Quand on voit tout un tas d'ambiguïtés politiques qu'on voit à tous les niveaux et dans toutes les formations, quand on voit à quel point finalement, et c'est peut-être là aussi qu'a été la faillite de tout un tas de députés et de sénateurs en 1940, c'est que ils se sont tous réunis sur ce qu'ils détestaient, la Troisième République, mais qu'ils ont pas été très clairs sur ce vers quoi ils voulaient aller. Et ça, c'est un problème, parce que peut-être que s'ils avaient une idée beaucoup plus claire de ce vers quoi ils allaient, eh bien il y en aurait beaucoup qui se seraient détournés, parce que par exemple, si Pierre Masse avait su très clairement dès le départ quelle allait être la politique antisémite de Vichy, il aurait probablement pas dit oui, vu qu'il en a été victime. Donc vous avez comme ça tout un tas de choses, et le problème c'est qu'on a les mêmes soucis, les mêmes ambiguïtés dans nos propres mouvements et dans ceux qu'on combat,
vous avez beaucoup de gens qui parlent de ce qu'ils veulent combattre, mais pas de ce vers quoi ils veulent tendre, et c'est embêtant parce que c'est souvent ce qui nous permettrait de voir si on a intérêt à les suivre ou pas. Parce que, bah, des fois, on se rend compte que dans la vision politique de certains, il y a tout un tas d'individus qui ne comptent pas, qui n'existent pas, et ceux-là peuvent passer à la trappe. Et ça a été le cas des Juifs en 1940, c'est pas pour rien que ceux qui ont mis en place la politique antisémite de Vichy n'étaient pas des grands antisémites avant la guerre, ou en tout cas n'en avaient pas fait leur cheval de bataille, mais c'était quelque chose qui était pour eux tout à fait anecdotique, et du coup, bah, ils étaient prêts à les sacrifier. Vous avez comme ça tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte, et je crois que c'est important de prendre en compte aussi les ambiguïtés de notre propre époque, parce qu'on est à une époque où les ambiguïtés politiques sont massives, où elles sont dangereuses, où on voit du coup des gens qui se regroupent et qui parfois en fait ont pas forcément un grand intérêt à le faire, et ça risque d'être très dangereux pour certains au bout du compte. Où vous avez des discours d'union qui en fait recouvrent des choses tellement différentes qu'on peut pas les réunir et qu'il y aura des perdants terribles, et finalement, la leçon politique de Vichy, c'est pas que ça peut se répéter, mais c'est que, dans le flou politique, peuvent naître de sacrés monstres. Et j'espère qu'avec cette vidéo, et avec les conseils bibliographiques que je vous donne, ça vous donnera envie de creuser ce flou politique. Parce que si vous croyez que vous avez compris Vichy, c'est probablement que vous n'avez pas tout compris. Et si vous avez des trop grosses certitudes sur ce genre de questions politiques, c'est peut-être justement que vous auriez été parmi ceux qui, par méconnaissance, par aveuglement, auraient peut-être voté du mauvais côté en 1940. Donc faites gaffe aux fausses certitudes. Faites-y très gaffe.